Hervé Maurey, moment grave, un moment avec beaucoup d'émotions hier dans cette cour de la Sorbonne. Il a su trouver les mots justes, Emmanuel Macron. Oui, je crois que le président de la République, en général, sait trouver les mots justes. C'est un très bon orateur. Il a prononcé un beau discours. Il y avait beaucoup d'émotions. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un temps qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. Et au-delà des discours, au-delà de l'émotion, ce qu'attendent nos concitoyens et les responsables politiques aussi, c'est qu'il y ait vraiment une prise de conscience réelle et qu'il y ait vraiment des actes forts qui soient pris. On a l'impression dans notre pays qu'il faut toujours attendre la catastrophe, le drame, pour prendre conscience d'une réalité, une réalité qui était connue avant cet attentat. On sait bien que l'islamisme en France aujourd'hui est un vrai sujet de préoccupation, un vrai danger pour la laïcité, un vrai danger pour la République. C'est pas ce qui s'est passé il y a quelques jours qu'il a révélé. Donc on a toujours le sentiment qu'il faut qu'il y ait ces drames pour qu'on dise oh là là, il y a un problème et qu'on fasse des beaux discours. Encore une fois, les discours c'est très bien, mais je crois que maintenant il faut passer à autre chose. Alors Gérald Darmanin commence à égrener des mesures depuis l'assassinat de Samuel Paty. Outre la sécurisation des écoles, il y a aussi des dissolutions qu'il souhaite ou qui ont déjà été prononcées, dissolutions de groupements proches des milieux radicalisés. Est-ce que pour vous ces premières mesures sont les bonnes ? Écoutez, je ne suis pas à même de savoir si ce sont les bonnes, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on a attendu encore une fois ce drame pour prendre ces mesures qui en plus n'ont pas de lien direct avec ce drame? Pourquoi on ne les a pas pris avant? Est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout? Est-ce que ce sont juste des effets d'annonce? Aujourd'hui, on est dans le doute par rapport à la réalité de la volonté d'agir concrètement. On en parlera sans doute. Vous doutez sur le fait qu'Emmanuel Macron veuille sincèrement lutter contre cet islamisme radical et qu'il soit en capacité de le faire ? Je ne doute pas sur sa volonté de faire, mais je doute sur la volonté qu'il fasse vraiment, parce que c'est pas la première fois qu'on a des attentats, c'est pas la première fois qu'on a des beaux discours, c'est pas la première fois qu'on a des paroles fortes, et après, il se passe rien. Quand vous voyez que depuis 2015, je demande à ce qu'on ait tout simplement déjà la transparence sur le financement des lieux de culte, qu'on l'a voté à ma demande au Sénat, que ça a été supprimé à l'Assemblée nationale à la demande du gouvernement. Pourquoi la question des fichiers, on en reparlera tout à l'heure, mais pourquoi, malgré les annonces du président de la République il y a 2 ans, les maires ne sont toujours pas informés de ce qui se passe dans leur commune? Bon, tout ça montre bien que, pour le moment, et je ne fais pas de procès d'intention, j'espère que ce drame sera suffisamment fort pour qu'il y ait une vraie prise de conscience de la part du gouvernement et une vraie volonté d'agir réellement, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, et c'est ce que je regrette. Les discours, c'est très bien, et le président de la République les fait parfaitement, mais maintenant, je crois qu'il faut autre chose. Justement, on va parler de cette question, notamment des fichiers. Jacqueline Gourault, elle a fermé la porte de nouveau, c'était sur ce plateau, au fait que les maires aient accès aux fichiers. Vous le regrettez, vous ? Non seulement je le regrette, mais je ne comprends pas, parce que le président de la République, il y a 2 ans, en 2018, avait dit qu'il fallait que les maires soient informés des personnes présentant un niveau de dangerosité avéré dans leur commune. Je rappelle que j'avais déposé une proposition de loi en ce sens dès 2016, parce que je crois que c'est important que les maires sachent si dans leur commune, et notamment, mais pas seulement dans leur personnel municipal, il y a des agents qui peuvent présenter une dangerosité et qui peuvent être impliqués dans des mouvements islamiques ou terroristes. Mais est-ce que ça ne va pas mieux sur ce sujet? Est-ce que les préfets n'informent pas mieux, de manière plus claire, les maires? Non, peut-être que ponctuellement dans tel ou tel département, mais à la suite... Pas dans le vôtre en tout cas? Non. À la suite des effets d'annonce du président de la République sur ce sujet en 2018, il y a eu une circulaire tout à fait en dessous de ce qui avait été annoncé, qui dit que le préfet, il peut informer. Donc ça veut dire que c'est totalement à la main et à la discrétion du préfet. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, y compris en zone rurale, y compris dans des petits villages, il peut y avoir des personnes radicalisées. Et ça me paraît la moindre des choses que les maires qui sont responsables de la sécurité publique, à qui on demande de plus en plus de choses en termes de responsabilité, en termes de maintien de l'ordre, soient informés s'il y a sur leur territoire des personnes qui peuvent s'avérer dangereuses. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que ça fait porter une trop lourde responsabilité sur les maires et qu'une fois qu'ils ont cette information, ils ne sauraient pas vraiment quoi en faire. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Mais je réponds que les maires, ils portent au quotidien un grand nombre de responsabilités. Donc ce ne serait pas une nouveauté que les maires portent une responsabilité supplémentaire. Ce qu'il faut, c'est évidemment qu'ils soient liés, mais ça va de soi, par une certaine confidentialité. Évidemment, quand ils ont une information de ce type, ils doivent la garder pour eux. Mais là aussi, les maires sont habitués à pratiquer, si je puis dire, la confidentialité. Mais ça permettrait qu'ils effectuent une surveillance plus vigilante de certaines personnes dès lors qu'ils savent que ces personnes sont plus dangereuses que d'autres. Donc les déclarations de Mme Gourault, 1, je ne les comprends pas, et 2, je les regrette.
Sur le financement des lieux de culte, hein, notamment le financement des mosquées, la future loi sur le séparatisme qui devrait être présentée dans quelques semaines a pour but notamment de s'y attaquer, hein. Emmanuel Macron veut lutter contre l'ingérence étrangère, notamment dans le financement des lieux de culte. Est-ce que vous dites c'est un premier pas, ça va dans le bon sens, ou est-ce que vous dites ça va pas assez loin? Écoutez, moi j'attends de voir ce texte, mais si on prend des mesures pour éviter effectivement des financements regrettables, on va dire, des lieux de culte, ça va dans le bon sens. Comme je le disais, moi j'ai proposé dans mon rapport de 2014-2015 sur le financement des lieux de culte par les collectivités locales qu'il y ait déjà cette transparence. Parce qu'aujourd'hui, sur le territoire français, des mosquées se construisent et on ne sait absolument pas comment elles ont été financées. On l'a fait voter ici, contre l'avis du gouvernement. Je ne comprends même pas que le gouvernement puisse être contre une mesure de transparence qui aujourd'hui s'impose dans le financement du moindre club sportif ou qui doit rendre des comptes sur ses recettes, ses dépenses. Là, pour le financement des lieux de culte, ça n'est pas nécessaire. Le gouvernement s'y est opposé au Sénat, on l'a voté au Sénat et à l'Assemblée, ça a disparu à la demande du gouvernement. C'est totalement inacceptable et incompréhensible. Vous espérez un changement de pied du gouvernement là-dessus? Notamment sur ce point, mais sur d'autres aussi, vous l'aurez compris. Plus largement, qu'est-ce que vous attendez de cette loi sur le séparatisme? Eh bien, qu'il y ait des mesures vraiment fortes, à la fois de transparence, comme on vient de l'évoquer, éventuellement d'interdiction de certains financements, des contrôles plus accrus, des pouvoirs... Mais il faut interdire tout financement étranger pour vous, des lieux de culte? Il faut que ces financements y soient contrôlés. Si c'est des dons à hauteur modique de personnes physiques, il n'y a pas de raison. Si c'est transparent, si c'est pas, comme c'est le cas aujourd'hui, des dons incontrôlés parce qu'ils sont et en espèces et à des niveaux qu'on ne connaît pas, ça n'est pas acceptable. Si vous avez une personne physique ressortissant d'un État étranger qui fait un don d'une certaine limite, ça peut tout à fait être encadré, hein, comme pour le financement de la vie politique ou des campagnes. Il ne faut pas passer d'un excès à l'autre, mais il faut que tout ça soit très encadré, très limité et très contrôlé. Un dernier mot sur cette loi. Vous dites cette loi elle est nécessaire, ou vous dites la loi elle existe déjà, c'est pas la peine d'en faire une supplémentaire, il suffit d'appliquer les textes? Je crois qu'on pourrait déjà appliquer les textes, ce qui n'est pas le cas, mais on peut aller plus loin, notamment sur les sujets qu'on vient d'évoquer par rapport au contrôle du financement et par rapport aussi, mais ça il y a déjà des possibilités qui ne sont pas assez appliquées à mon sens, de fermeture d'établissements religieux. Voilà, je crois qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin avec beaucoup plus de volonté et de fermeté qu'on ne le fait aujourd'hui. On va revenir sur cet hommage à Samuel Paty. Vous le savez, tous les jours, on va dans une rédaction locale avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, on retrouve Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Merci beaucoup d'être avec nous. Pascal Jalabert, bien sûr, du groupe EBRA. Hein. Ce sont tous les journaux régionaux de l'Est de la France et votre groupe, Pascal, rend ce matin hommage à Samuel Paty. Et tous les journaux du groupe EBRA sont en noir ce matin. Oui, les logos de tous nos journaux, des 9 quotidiens, sont en noir et c'est exactement la même une avec la photo de Samuel Paty tenue par ce garde républicain, un beau symbole d'ailleurs, un professeur, sa photo et un garde républicain qui la tient. Pourquoi nous avons pris cette décision et pourquoi ce titre ne jamais oublié? Eh bien parce que 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo, nous avons voulu rappeler à nos lecteurs qu'il faut toujours défendre une liberté qui est la liberté d'expression. Donc, nous sommes des transmetteurs d'informations, nous révélons, nous transmettons, nous décryptons des informations, et cela s'accompagne de 2 exigences. La première exigence, c'est l'illustration, l'explication. Nous le faisons par des photos, par des dessins, par des articles analytiques. Et puis, notre exigence, c'est d'exposer des points de vue, ce que nous faisons aussi tous les jours dans nos colonnes. Donc ces valeurs-là, c'est ça qui fait une démocratie, c'est ça qui fait une société. Et par-delà le compte rendu de l'hommage, par-delà l'ambiance que nous retraçons, nous avons tenu à rappeler ces valeurs à nos lecteurs à travers cette une qui est barrée de noir. C'est la 2e fois en 5 ans, malheureusement, pourrait-on dire, mais c'est les moments où tout le monde doit être debout et rappeler qu'on ne doit pas oublier quelles sont les valeurs fondamentales de notre République, parmi lesquelles la liberté d'expression, celle que Samuel Paty entretenait auprès de ses élèves, celle qu'il leur expliquait pour en faire de futurs citoyens et celle que nous défendons dans nos colonnes. Et évidemment, au-delà de cette une barrée de noir, des pages spéciales à lire ce matin dans les journaux du groupe EBRA. Qu'y a-t-il dans vos pages ce matin, Pascal ? Alors, double page spéciale, avec bien entendu donc, ce qu'on peut appeler le compte rendu de la cérémonie vu par ceux qui ont assisté et puis ceux qui étaient devant l'écran géant de la Sorbonne, un commentaire sur le discours du président bien entendu, cet éditorial commun
et puis des spécialistes qui analysent la situation, qui comparent avec ce qu'était à l'époque Charlie Hebdo. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on repart un peu de zéro, que la France doit encore se lever contre le terrorisme islamiste. Et bien entendu, nous suivons aussi le déroulé des enquêtes avec cette nuit les mises en examen des personnes qui étaient en garde à vue, enfin de plusieurs personnes qui étaient en garde à vue depuis samedi. Et merci beaucoup Pascal. Et pendant que vous parliez, on a vu défiler les unes de tous les journaux du groupe EBRA. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous pour relayer ce choix, cette opération du groupe EBRA, de barrer toutes ces unes en noir, en hommage bien sûr à Samuel Paty. Merci Pascal, à très vite dans cette émission. Un mot de réaction peut-être Hervé Maurey rapidement sur ce choix. C'est une très belle initiative et je crois que c'est très fort, c'est très émouvant et ça fait partie effectivement de la nécessité d'avoir cette obligation de mémoire, de vigilance et en même temps d'information et de réaffirmation des valeurs républicaines et laïques. Allez Hervé Maurey, on va passer à l'actualité du Sénat maintenant. Et l'actualité du Sénat cet après-midi, c'est une de vos propositions de loi. On va en parler d'abord avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard. Et bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Hervé Maurey. Bonjour. Alors Alex, cette proposition de loi, elle vise à réformer la DETR. C'est la dotation de l'État pour équiper les territoires ruraux. Déjà Alexandre, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Mais oui, la DETR, le nom semble un peu technique, mais en réalité c'est très simple. C'est une dotation de l'État versée chaque année aux territoires ruraux pour réaliser des investissements d'équipements en matière économique, sociale et environnementale. Alors, cette dotation, elle correspond à une enveloppe globale de l'État d'1 milliard d'euros versés au budget de l'État chaque année. Et cette enveloppe est répartie entre les collectivités qui la sollicitent, qui montent des dossiers de subvention. Mais attention, cette dotation est réservée aux communes rurales qui ont une population inférieure à 2000 habitants. Alors pour les communes modestes, ça peut aller jusqu'à 20 000 habitants. Et cette subvention est également réservée aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants. Alors à quoi sert cette enveloppe? À quoi sert tout cet argent? À financer des projets très utiles pour nos villages et pour nos bourgs. Et on va prendre quelques exemples dans la presse régionale. Par exemple, dans le Courrier de l'Ouest, on apprend que dans la commune de Val-en-Vigne, dans les Deux-Sèvres, la DETR a permis de financer des citernes d'eau contre les incendies à hauteur de 40 000 euros. Quand on lit le Maine Libre, on apprend que la commune de Chenu, dans la Sarthe, va pouvoir réaliser des aménagements de voirie grâce à la DETR. Et puis enfin, dans le département de la Meuse, à Héronville, cette dotation de l'État va aider à la construction d'un terrain de football. Voilà à quoi ça sert, la DETR. Et Alex, qui décide de verser cette dotation aux communes et comment elle est distribuée? C'est le préfet de département qui décide des communes à qui l'État verse cette dotation. Il est entouré d'une commission d'élus locaux pour les dossiers de subvention supérieurs à 100 000 euros. Et justement, ce sont ces conditions de distribution de cette dotation que la proposition de loi déposée par Hervé Maurey veut réformer. Avec d'abord dans ce texte l'interdiction d'ajouter d'autres critères que ceux fixés par la loi pour rendre éligible une commune à cette dotation. On peut prendre l'exemple d'un préfet de département qui avait ajouté des critères écologiques pour verser cette subvention. Or, ces critères ne sont pas fixés dans la loi. Ce texte vise également à renforcer le rôle de la commission des élus locaux qui donnent leur avis au préfet sur les dossiers. Et puis enfin, Hervé Maurey souhaite qu'il y ait un droit à l'erreur pour les communes qui montent leur dossier de subvention. Ça peut arriver d'oublier une pièce au dossier. Il ne faut pas que ça les pénalise. Hervé Maurey, on a l'image d'Emmanuel Macron comme un président éloigné des territoires, éloigné des campagnes. Mais si on regarde depuis 2017, ces dotations très utiles pour les communes, elles n'ont pas été diminuées par Emmanuel Macron. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter pour la présentation de la DETR, parce que c'était très précis et très exact. Ensuite, je voudrais rappeler le fait que la DETR est plus utile que jamais aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'au cours du précédent quinquennat, la dotation globale de fonctionnement a diminué, ce qui a réduit d'autant la capacité d'autofinancement des communes. Et deuxième élément très fort, je rappellerai que ce gouvernement a supprimé une autre source de subvention importante, qui était la réserve parlementaire, qui était très utile aux petites communes et que le gouvernement a supprimé, en disant qu'une partie de cette DETR, ou plutôt en disant que la totalité de la réserve parlementaire serait reversée à la DETR, ce qui n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, cette DETR, elle est vraiment nécessaire. Ensuite, l'enveloppe globale n'a pas diminué, mais dans certains départements, en fonction des critères de répartition, elle a pu diminuer. C'est le cas dans le département où je suis élu, où le volume de DETR et le volume d'ailleurs de DGF ont diminué. Donc c'est une source essentielle aujourd'hui
aujourd'hui pour permettre à une commune de mener à bien un projet. Vous avez pris comme exemple tout à l'heure une citerne de défense incendie. C'est aussi un beau sujet dont on aura l'occasion de reparler, parce que le président du Sénat a dit qu'il allait saisir la délégation aux collectivités locales du problème de la défense incendie, qui est un vrai problème dans nos territoires ruraux. Mais je ferme cette parenthèse pour dire que effectivement, aujourd'hui, les conditions d'attribution de la DETR, qui sont essentiellement entre les mains du préfet, mérite d'être clarifié et d'avoir une plus grande transparence, puisqu'il y a une commission auprès du préfet, qui est une commission d'élus, dont les pouvoirs, comme vous l'avez signalé, sont extrêmement limités. Et l'objet de cette proposition de loi, c'est de renforcer le rôle des élus et de permettre une plus grande transparence et d'encadrer les pouvoirs du préfet, qui, comme vous l'avez souligné, dans certains cas, fixe des critères qui ne sont pas des critères fixés par la loi, mais simplement par son bon vouloir. Et c'est cela que l'on veut corriger dans cette proposition de loi. Un mot, à tout de suite, Alex. Tout de suite pour la revue de presse d'Hervé Maurey. On pouvait même rester avec nous, c'est dans une minute. Hervé Maurey, pour rebondir un peu sur la question d'Alex Poussard, est-ce qu'ils sont suffisamment pris en compte par le gouvernement, ces territoires ruraux ? Les territoires ruraux, vous savez, moi je suis un élu de terrain. Je vais chaque semaine rencontrer les élus. Je sors d'une campagne électorale où j'ai rencontré l'ensemble des maires du département, ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir un résultat que personne n'avait prévu et qui m'a permis d'arriver très largement devant un membre du gouvernement qui pensait faire 2 élus. Il en a péniblement fait un seul. Donc je suis un élu de terrain et je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe sur le terrain. Les maires sont bien conscients que l'on a un président de la République qui est plus éloigné des territoires ruraux qu'aucun de ses prédécesseurs. Et le seul fait que le président de la République n'est, ce qui est aussi quelque chose d'historique, n'ait jamais été élu local, c'est le seul président de la République qui n'ait jamais été élu local avant d'entrer à l'Élysée, ça manque de manière évidente à sa construction. Et donc les territoires ruraux ont vraiment le sentiment que parfois il y a de beaux discours. C'est dans l'heure qu'a eu lieu le premier grand débat, où le président de la République a été, comme à son habitude, brillant, séducteur, éloquent. Mais plus de 2 ans après le grand débat, qu'est-ce que ça a apporté aux maires ? Rien. Rien. Alors certains disent la loi engagement et proximité. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a dans la loi engagement et proximité ? Rien. Bon. Et les maires de l'Eure ne s'y sont pas trompés. D'ailleurs, lors des élections, ils ont clairement dit qu'ils n'étaient pas dupes de cette opération de séduction. Donc voilà, je crois que effectivement, on a un gouvernement qui est très éloigné des territoires ruraux. Et la loi 3D dont on parle beaucoup, la fameuse loi déconcentration, décentralisation, différenciation, est-ce que vous pensez qu'elle peut aider ou est-ce que vous pensez que c'est trop déconnecté des réelles préoccupations de vos administrés ? Il faut voir ce qu'il y aura au final dans cette loi, qui est un peu un serpent de mer. On nous en parle depuis des mois. Maintenant, elle arrivera au début de l'année. Bon, on verra ce qui arrivera. Mais écoutez, je ne sais pas si je dois y croire ou pas. Moi, je ne lis pas dans le mar de café, même si j'en bois beaucoup. Mais c'est pas ça qui, concrètement, va permettre de régler les problèmes concrets des élus locaux. Aujourd'hui, les problèmes des maires ruraux, c'est quoi ? C'est des problèmes de finances communales. Je rappelle que ce gouvernement ne veut même pas prendre en charge la totalité des conséquences financières de la Covid sur nos communes. C'est des problèmes d'agression des élus qui ont augmenté dans des proportions considérables et sur lesquels aujourd'hui on n'apporte pas de réponse adaptée. Et ça concerne en premier lieu les maires des petites communes, parce que c'est eux qui sont en première ligne. Ils n'ont pas des services municipaux qui font écran entre eux et les territoires et les administrés. C'est les questions auxquelles je faisais référence de défense incendie. C'est ça les problèmes concrets des élus de terrain et de la France rurale. Les autres sujets sont un peu loin, même si ça peut être utile d'apporter, j'en suis convaincu, de la différenciation selon des territoires, de pouvoir mettre en place des procédures d'expérimentation. Tout ça est très intéressant et très utile, j'en disconviens pas, mais par rapport aux préoccupations d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, on en est très loin. Et les communes de moins de 500 habitants, c'est l'immense majorité des communes de France. On va passer à votre revue de presse, Hervé Maurey, pour terminer avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence par actu.fr. Oui, et toutes les communes de France qui ont rendu hommage hier à Samuel Paty, et notamment votre ville, Hervé Maurey, la ville de Bernay, où un moment de recueillement était organisé hier avec des dizaines d'habitants qui ont voulu commémorer et rendre hommage à cet enseignant assassiné. Et c'est notamment une professeure d'anglais du lycée de Bernay qui a dit ces quelques mots lors de ce recueillement, je la cite, « La lumière s'est allumée, nous allons veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas et la faire briller encore plus fort ».
Un autre sujet dans Paris-Normandie, Alex. Et la pollution qui coûte cher aux villes de Normandie. Le journal Paris-Normandie reprend une étude européenne qui publie les chiffres exorbitants de la pollution de l'air. Si on prend en compte les conséquences sanitaires et économiques de ce phénomène, en moyenne, dans les agglomérations normandes, la pollution de l'air coûte 770 € par habitant chaque année. C'est dans la ville du Havre que la facture est la plus élevée, 138 millions d'euros. À Rouen, 107 millions d'euros. Et dans la ville d'Évreux, la pollution coûte chaque année 32 millions d'euros. Alors Hervé Moret, je m'adresse à l'ancien président de la Commission du développement durable au Sénat. Quelle est la solution la plus efficace pour éradiquer cette pollution de l'air de nos villes ? Écoutez, je crois qu'il faut s'engager avec beaucoup de détermination et de volonté vers une vraie transition écologique, une vraie transition énergétique, qu'il faut mettre en place, comme ça se fait d'ailleurs dans un certain nombre de municipalités, notamment celles que vous avez citées, des circulations douces en nombre important, que l'on développe le transport en commun, qu'au niveau de l'État, il y a une vraie politique pour favoriser les véhicules qui sont des véhicules propres. Voilà, c'est un ensemble de mesures, parce que le problème n'est pas seulement normand, comme vous avez l'air de le dire, et forcément le normand que je suis réagit à ce qui pourrait être mal interprété. Dans l'ensemble des villes de France, et évidemment en premier lieu celle dans laquelle nous sommes ce matin, Paris, il y a un vrai problème de pollution qui se traduit pas seulement par un coût financier, mais par un coût humain et en termes de santé individuelle et de santé globale, de santé publique. Et moi j'apporte tout mon soutien aux maires qui prennent des mesures parfois impopulaires, telles que les restrictions de circulation de véhicules. C'est jamais bien vu, c'est toujours impopulaire, mais je crois que c'est tout à fait nécessaire en termes de santé publique et qu'il faut résolument s'engager vers des actions en ce sens, au niveau local, mais également, encore une fois, au niveau national, et qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'aide, notamment à l'acquisition de véhicules propres. Ouais. On ne voulait pas froisser les Normands qu'on aime beaucoup, mais comme c'est votre revue de presse, on se concentre forcément sur un mot sur Bernay quand même, mot sur Bernay pour dire que je me réjouis qu'il y ait eu un bel hommage, et ça me rappelle ce que nous avions fait il y a 5 ans, justement, au moment de l'attentat de Charlie Hebdo, où j'avais été très impressionné par le nombre de personnes qui étaient venues, et il y avait une émotion d'autant plus grande qu'on avait un Bernayien qui avait été victime de l'attentat, et je pense bien sûr à lui ce matin. Et on termine avec la crise sanitaire, Alex. Oui, on évoque dans Ouest France la situation sanitaire en Normandie, avec le nombre de malades qui continue de s'accroître dans les villes de Caen et du Havre, avec un taux d'incidence dans ces villes de 250 malades pour 100 000 habitants, des chiffres qui se rapprochent de ceux de la métropole de Rouen, qui est déjà placée en alerte maximale et sous couvre-feu. À Rouen, les lits de réanimation ne sont pas encore saturés, mais on commence à déprogrammer 15% des opérations hors Covid. Merci beaucoup, Alex. À tout à l'heure dans cette émission. Un mot, puisqu'on parle de cette crise sanitaire qui s'aggrave dans toute la France. Le texte sur l'état d'urgence sanitaire a été présenté hier en Conseil des ministres. Le Sénat l'examinera mercredi. Le gouvernement souhaite prolonger cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février prochain. Est-ce que c'est un texte que vous voterez ? Écoutez, on va voir ce qu'il y a dans ce texte. Nous, au Sénat, comme vous le savez, on est naturellement conscient du fait que la situation sanitaire, elle exige des mesures exceptionnelles. Mais ces mesures exceptionnelles, elles doivent aussi être encadrées. Ça ne peut pas être un blanc-seing donné au gouvernement sur des périodes plus longues que nécessaire et sans contrôle du Parlement et sans que les élus soient associés. 4 mois, c'est trop long pour vous ? C'est difficile à dire à ce stade, mais ça paraît beaucoup. Je préférerais une période plus courte qui puisse ensuite être prolongée. Ce que j'observe, c'est qu'au Sénat, on a voté au mois de juillet contre le texte de sortie de crise sanitaire parce que le gouvernement voulait encore mettre des mesures transitoires. Il ne faut pas que le gouvernement profite de la situation pour s'arroger tous les pouvoirs, que ce soit au niveau national ou au niveau local, où les préfets ont des pouvoirs exorbitants au sens juridique du terme, qui ne sont peut-être pas assez encadrés et auxquels les élus ne sont pas forcément suffisamment associés en termes d'exercice de ces pouvoirs. Et on suivra bien sûr l'examen de ce texte mercredi et jeudi prochain au Sénat. Merci Hervé Moret. Merci d'avoir été avec nous ce matin.